La question est toujours permanente. Donc, les termes de multiculturel, de multiculturalité, de transculturel, d'interculturel, en fait, tous ces mots-là, ben, ils renvoient tout simplement à un contexte où il y a une diversité qui est ethnique et qui est culturelle. Elle est là. C'est une réalité et il faut faire avec. Ça renvoie principalement à ça. Ça implique aussi la diversité qui est ethnique et culturelle sur un territoire donné, ou dans un quartier, ou dans une région, ou dans un pays. Ça implique des modes de gestion de la différence culturelle. Qu'est-ce que j'appelle des modes de gestion? C'est tout simplement comment on gère toute cette diversité-là. Comment on gère la diversité ethnique et la diversité culturelle. Sachant que la diversité ethnique et la diversité culturelle, ça comporte des marqueurs qui sont dits des marqueurs identitaires, qui peuvent être religieux, qui peuvent être de revendications quelconques. Ça peut être des groupes sociaux, ça peut être des mouvements sociaux, ça peut être des groupes ethniques, ça peut être des groupes religieux. Comment on fait? Quel mode de gestion de la différence culturelle, de la diversité culturelle sont mobilisés afin de gérer tout ça? La responsabilité des modes de gestion de la différence culturelle et de la diversité ethnique et culturelle, elle relève d'un premier pôle. Ce premier pôle, c'est tout simplement les autorités politiques. Qu'elles soient locales, qu'elles soient régionales, qu'elles soient fédérales, qu'elles soient à l'échelle de l'État ou qu'elles soient à une échelle communale ou à une échelle régionale ou à une échelle fédérale. Elle relève principalement de l'État. Dans un deuxième temps, elle relève aussi du tissu social. C'est quoi le tissu social? C'est tout simplement des acteurs associatifs, c'est des mouvements sociaux, c'est des groupes ethniques, c'est des groupes religieux. Parce qu'eux aussi développent des modes de gestion de la différence, qui peuvent être soit dans le repli, soit dans l'ouverture. L'État aussi développe des modes de gestion de la différence, et on en parlera par la suite, qui peuvent être dits d'assimilation ou qui peuvent être dits d'intégration. J'espère que je me fais comprendre, enfin je ne sais pas, c'est des mots un peu... Alors au niveau des autorités politiques, quand on parle de mode de gestion de la diversité ethnique et de la diversité culturelle, il y a ce qu'on appelle les États multinationaux. Qu'est-ce qu'un État multinational? On dit des États multinationaux ou un État multinational. Ben, qu'est-ce qu'un État multinational? C'est tout simplement des collectivités humaines. Ces collectivités humaines, elles sont concentrées régionalement et elles se conçoivent comme des nations à l'intérieur d'un État qui est plus large. Elles mobilisent des partis politiques qui défendent leurs intérêts, tout simplement. Et elles aspirent à s'autogouverner elles-mêmes. Et c'est le cas de la Belgique. En Belgique, ici, on est dans un État fédéral. Il y a 3 communautés nationales, flamandes, francophones, germanophones. Et c'est un cadre historique qu'il faut respecter. Ça a une histoire, ça a une culture, ça a une mémoire. Et c'est des choses qu'il faut respecter. C'est un cadre historique qui est légal. Il y a une distinction à faire entre ce qui est légal et ce qui est légitime. L'idéal pour un système politique, c'est qu'il soit légal, mais qu'il soit légitime aussi. La légitimité, elle découle tout simplement de l'exercice démocratique. La légalité, ben, c'est le droit. Il y a une constitution, il y a des règles du jeu, et il faut savoir les respecter. Dans un cadre multinational, c'est ça ce qu'on peut entendre par un mode de gestion de la différence qui relève de communautés nationales, qui ont une histoire et qui ont un passé, et qui constituent la réalité de ce pays. L'État belge est un État multinational. Un État fédéral, mais il est composé d'entités qui ont tout simplement une autorité régionale et une autorité gouvernementale. Elles ont des compétences qui leur sont propres. Et ça fonctionne de cette manière-là. Un État multinational, c'est quoi exactement en référence ou par rapport ou en opposition à un État qui est dit national? Un État national, c'est quoi? C'est un État, je donne l'exemple de la République française, par exemple, c'est un pays limitrophe. La République française est un État qui est unitaire, c'est un État qui se veut homogène culturellement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que les instruments de l'État, ils sont accaparés par un groupe qui est dominé culturellement et qui utilise les instruments étatiques pour favoriser la langue du pays, pour favoriser les mœurs, les valeurs, pour favoriser... Et l'État de la France, la République française, c'est un peu ça. On parle souvent d'exception française, en fait. Moi, j'aimerais beaucoup plus qu'on dise une exception belge. L'État belge, l'État fédéral belge est beaucoup plus complexe que ce qui se passe à côté en France, par exemple. C'est un État qui est fédéral, c'est beaucoup d'instances, enfin,
C'est beaucoup plus complexe que ce que peut être la République française. Et il faut en être fier, quoi. Donc je disais qu'un État-nation, c'est un État qui se veut homogène culturellement, qui accapare les instruments étatiques et qui favorise sa culture, sa langue, qui favorise tout simplement sa vision du monde. Alors, qu'est-ce qu'un État? Les modes de gestion de la différence. Donc, on a parlé des États multinationaux, multinationaux. C'est le cas de la Belgique. Il y a aussi ce qu'on appelle les États qui sont polyethniques ou multiculturels. Qu'est-ce qu'un État polyethnique? C'est tout simplement un contexte où la diversité ethnique et la diversité culturelle, elle est due, ou elle est la résultante d'un apport massif de populations immigrées qui arrivent et qui s'installent sur le territoire national. Alors, un troisième aspect, c'est que les modes de gestion de la différence ethnique et de la différence culturelle, les modes de gestion qui sont mobilisés et par les États polyethniques et par les États multinationaux, il y a deux modes principalement. Il y a un mode dit assimilationniste et vous avez un mode qui est dit d'intégration. Le mode assimilationniste, c'est quoi? C'est un héritage du colonialisme à l'époque. Donc quand il y a des immigrés qui débarquent dans un pays, ben, on leur demande tout simplement de se départir de leur religion, de leur langue, qui deviennent indiscernables par rapport à l'autochtone. Autochtone par opposition à l'allochtone. Un autochtone, c'est quelqu'un qui est du pays sur 20 générations, ou sur 30. Et quand on réfléchit un peu ici, on remonte l'histoire très très loin, en fait on est tous des immigrés, quoi. Mais il y a des gens qui sont ici depuis des siècles et des siècles, il y a des gens qui arrivent, et la machine de l'intégration doit fonctionner dans ce sens-là, quoi. On exige dans un mode de gestion de la différence qui veut assimiler, on exige de la personne migrante ou issue de la deuxième génération, de la troisième, on exige d'elle tout simplement qu'elle se départisse de sa culture, de sa religion, de ses traditions, de sa langue, et qu'elle maîtrise la langue de l'autochtone, et qu'elle rentre et qu'elle s'intègre dans la culture du pays où elle est. Ça, c'est un mode de gestion de la différence qui est assimilationniste. Ce n'est pas le cas de la Belgique, encore une fois. La Belgique ne développe pas, l'État belge, à tous les échelles de l'autorité politique, ne développe pas une politique qui est dite assimilationniste. C'est beaucoup plus un mode de gestion de la différence qui est dit d'intégration. Qu'est-ce que ça signifie d'intégration? C'est un ajustement réciproque, tout simplement, entre le politique, entre les populations qui sont sur le territoire, et ça s'ajuste, dans le sens où on permet à la personne qui est issue de l'immigration, ben on lui permet tout simplement de conserver sa langue, elle a la liberté d'exercer son culte sans aucun problème, et l'État même subventionne ces activités-là. On est dans un mode d'intégration et non d'assimilation, puisque l'État belge favorise l'expression culturelle, pas culturelle mais culturelle. Au niveau de la culture, c'est la même chose. Il y a des centres où on apprend la langue arabe, qui sont laïques et qui sont subventionnés par l'État fédéral belge. Et c'est une très très bonne chose. Et ça, ce sont des modes dits d'intégration et non pas d'assimilation. Et c'est très très important de le souligner. Pourquoi? Parce qu'on ne le dit pas très souvent. On ne le dit pas très souvent et à toutes les échelles. En ce sens-là, il y a trois modèles politiques qui peuvent émerger concernant les modes de gestion de la différence ethnique et de la différence culturelle. Il y a tout simplement un premier modèle qui est dit un modèle politique traditionnel ou classique. Ça signifie quoi? On sépare, en gérant la différence, on sépare dans ce modèle-là la sphère privée de la sphère publique. Ça veut dire quoi séparer la sphère privée de la sphère publique? La sphère publique, c'est tout simplement, on a des devoirs civiques, comme l'acte de voter, comme payer les impôts, comme respecter la loi. Ça, c'est tout simplement des droits, ce sont des devoirs civiques. Des droits. Qu'est-ce que ça signifie, les droits? Le droit d'avoir sa culture, d'avoir sa religion, d'avoir ses repères, d'avoir son histoire, d'avoir ses traditions, mais tout ça c'est confiné dans la sphère privée. Ça n'intervient pas dans la sphère publique. Ça c'est le modèle politique classique ou dit traditionnel. Les différences culturelles ou ethniques dans le cadre d'un modèle politique qui se veut traditionnel ou classique, elles ne sont pas niées, mais elles sont confinées dans l'espace privé. Pourquoi? Parce que ce confinement, c'est une condition qui est sine qua non, elle est obligatoire cette condition, pour que le système politique demeure homogène, qu'il n'éclate pas.
Tout ce qui est privé reste privé, et le public, ben ça c'est un truc public, on en débat et on en discute et on avance. Le deuxième modèle politique qui gère la différence est un modèle politique qui est anglo-saxon. Il est dit multiculturel. La dimension ethnique, on considère dans ce modèle-là que la dimension ethnique, culturelle, religieuse, tout ce que vous voulez, cette dimension-là, ben, on estime qu'elle est constitutive du statut de citoyen. Le citoyen, dans une conception qui est multiculturaliste ou anglo-saxon, c'est pas quelque chose d'abstrait. Non, c'est quelqu'un qui est porteur d'une culture. Et dans ce modèle-là, on permet que des groupes intermédiaires, des groupes ethniques, des groupes religieux, interviennent entre le citoyen et l'État, fassent le rôle de médiateur entre le citoyen et l'État. On le permet dans ce modèle-là. Un troisième modèle, il est dit modèle politique, multiculturaliste maximal, ou radical. C'est un modèle qui n'a jamais réussi, en fait. Ils disent tout simplement, voilà, ceux qui se réclament de ce modèle, ben, ils en viennent à dire que l'espace public n'a jamais été ouvert à tout le monde. Il a été toujours ouvert à un groupe qui est dominant. Et l'espace public n'a jamais été ouvert. Et qu'une égalité n'y a jamais réellement existé. Il y a des discriminations dans la réalité, c'est des discriminations. Et c'est un modèle qui demeure un petit peu idéal et qui profite juste à un groupe qui est dominant. Le dernier modèle que je viens de citer, qui s'appelle le modèle multiculturaliste maximal, c'est un modèle auquel personnellement je n'adhère pas. Parce que ça signifie tout simplement l'éclatement d'un pays, quoi. Les modes de gestion de la différence et de la diversité ethnique et de la diversité, concevez-la comme vous le voulez, ces modes de gestion-là, elles s'accompagnent de droits qui sont spécifiques, qui sont afférents à ça. Par exemple, dans le cadre d'un État multinational, les droits qui sont afférents à un cadre où l'État est multinational, ben, tout simplement c'est l'autorité régionale et l'autorité territoriale qui est donnée à une communauté donnée. Voilà, ni plus ni moins. L'État fédéral belge, il accorde une large autonomie à la communauté flamande, à la communauté française, pour gérer ses propres intérêts. Et l'État fédéral, ben, il a des attributions qui lui sont propres, en général. Pour les populations immigrées, ben, il y a des droits qui sont accordés. Dans un État qui est polyethnique, il y a des droits qui sont accordés. Le droit de conserver sa culture, de conserver sa langue, de conserver ses traditions. Et ça doit se faire sans qu'il n'y ait des heurts dans l'espace public. Il y a des règles du jeu pour ça. Il y a trois manières de concevoir la nationalité. Une première façon, c'est tout simplement ce qu'on appelle une citoyenneté qui est étatique, style République française. La citoyenneté, c'est une abstraction. On fait partie d'une communauté politique. Tout ce qui est diversité ethnique, tout ce qui est différence culturelle, on met ça de côté. C'est une citoyenneté qui se dit étatique, par référence à une communauté politique. Une deuxième forme de citoyenneté qui existe, elle est dite multiculturelle. C'est des termes qui existent. Une citoyenneté multiculturelle, on admet quelque part, bon voilà, il y a des zones, il y a une zone commune qui rassemble un peu tout le monde et qui concerne tout le monde. Et puis il y a des zones qui sont intermédiaires où les groupes ethniques ont certains droits qu'ils peuvent exprimer, reçoivent des subventionnements de la part de l'État. Et c'est une évolution. C'est quelque chose qui est déjà là et il faut l'entendre. Dans la troisième option, on ne partagerait plus ensemble que des infrastructures, des équipements et de la consommation. Donc je ne pourrais plus m'asseoir avec un ami à moi qui peut être catholique ou athée ou juif et prendre un verre de thé avec ou je sais pas moi un verre de vin avec. Je ne pourrais plus le faire. Je partage avec lui une infrastructure, lui il y rentre, il sort et moi je rentre et il n'y a aucun contact, il n'y a aucun lien. Et c'est typiquement américain et anglo-saxon. Et ça se dessine pour le moment dans ces contrées-là. C'est un modèle qui est en expansion là-bas. Il y a des communautés hispaniques qui ne se mélangent pas avec des communautés africaines ou d'origine africaine, qui ne se mélangent pas avec d'autres communautés. C'est un modèle qui est typiquement anglo-saxon. Ce que je voulais dire, monsieur Hopkins, tous ici, je suis personnellement belge et je suis arabe. Et je me considère comme wallon. Et je me considère comme marocain. Et je suis de culture francophone et de culture arabe. Comme il peut y avoir des Belges qui sont berbères ou amazirs et qui peuvent être du quartier de Bressoub à droite ou de Bruxelles. Parce que le bonhomme s'appelle Mohamed ou Abdelkader, il va nous ramener des voix. Ça ne doit pas se faire dans cette optique-là. Il faut que le système s'ouvre à des gens de qualité,
à des gens qui sont formés, à des gens qui ont une forme d'expertise en fait. Les attrape-voix, les presse-boutons, ça c'est des choses qui grippent un petit peu les machines démocratiques, qui peuvent même pousser vers une forme de radicalisme, d'un côté comme de l'autre. Aussi bien du côté de la communauté d'origine, d'appartenance, qu'au niveau de la communauté nationale. Les modes de gestion de la différence, quand ils sont pris en compte par des acteurs associatifs, par des mosquées, tout simplement, ça peut être aussi dans le repli. Nous, on ne fait pas partie de la société. On paye juste nos impôts, on a nos commerces et ça s'arrête là. Il n'y a aucun échange, il n'y a aucune intégration, il n'y a aucune... Et ça, c'est des choses qui grippent la démocratie, l'exercice démocratique. Et il n'est plus question, à mon avis, moi je pense les choses comme ça, mais non, on aura un débat et j'essaierai de répondre autant que je le peux, quoi. Ça ne peut pas... Les votes qui sont électoralistes, c'est quelque chose, les démarches électoralistes, c'est quelque chose qui est révolu. L'histoire change, les choses avancent. Il y a un contexte international qui est hyper compliqué, hyper complexe. Il y a des guerres, il y a des flux migratoires qui débarquent. Moi, je ne comprends pas. Il y a eu des révolutions dites arabes dans les années 2010-2011. Je ne comprends pas comment l'Union européenne ne s'est pas positionnée sur ces questions-là. Il y a eu des coups d'État, une suite de coups d'État. En Égypte, en Libye, au Yémen, des guerres. Et puis, il y a eu l'arrivée massive d'immigrés. Et puis, vous voyez ça à la télé, des gens qui se noient en traversant la mer. C'est la misère humaine. Tout ça, pour des intérêts qui sont économiques et mercantiles. Si la démocratie s'exportait dans les pays du Sud, et l'avenir de l'Europe, c'est les pays du Sud, et j'insiste sur ça. L'avenir de l'Europe n'est ni au nord, ni à l'ouest. Il est le sud, l'avenir de l'Europe. Et je pourrais développer pourquoi je dis ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça doit se démocratiser dans les pays du sud. Si ça se démocratise dans les pays du sud, il n'y aura plus de flux migratoires. C'est quelque chose qui n'existera plus, puisque ça va se développer. Et l'Union européenne devrait pousser vers ça. Or, ça ne se fait pas. On ne dit rien, coup d'État, régime militaire, des régimes qui sont autocratiques. Il n'y a pas une distribution des richesses comme ici en Belgique, quand même c'est un système qui fonctionne. Ben, chez nous, j'ai l'impression que ce n'est pas permis. Et il faut que des voix comme ça puissent s'entendre. Puis voilà, c'est la fin de mon intervention. Je pense qu'il est indispensable de comprendre, pour savoir comment, dans quel monde, comprendre ce que j'appelle le désordre du monde. Depuis une vingtaine d'années, le monde a été désorganisé. Le monde est désormais sans structure. Il est livré à ce qu'on appelle le zonage, c'est-à-dire des territoires qui sont soustraits à l'autorité d'État. Alors, je n'avais pas de sympathie particulière pour le régime libyen ou pour le régime irakien, mais enfin, maintenant, nous sommes confrontés soit à l'emprise de brigands sur des territoires, soit à l'emprise de sociétés privées qui exploitent directement des ressources naturelles, étant protégées par des milices privées. C'est ce désordre-là du monde, je ne parle pas des guerres, c'est encore pire, et elles sont liées, c'est ce désordre-là du monde qui met les gens sur les routes, et les routes, elles mènent parfois chez nous. Nous devons le savoir et faire en sorte que cela cesse, ce qui n'est pas simple, et ce n'est pas la politique communale qui nous portera à cela. Et donc, politique de cohésion sociale, qui est à l'opposé de la juxtaposition des communautés. Le communautarisme rassemble, certes, les hommes qu'il concerne, mais en les séparant d'abord de tous les autres, et de préférence de leurs voisins les plus immédiats. Donc c'est quelque chose dont nous ne pouvons pas nous accommoder. Donc en conclusion, moi j'en appelle à une société apaisée, où la singularité de chacun est respectée à l'intérieur d'un cadre démocratique. Pour cela, il faut donc, et écoutez bien ce que je dis, déposséder nos différences de toute portée universelle. Savoir aussi que la pureté est une notion dangereuse qui appelle un processus d'épuration, et que la bigarrure est l'état du monde. Nous devons donc faire nôtre l'altérité, en quelque sorte la digérer, pour en tirer notre propre subsistance. Et c'est quelque chose que nous faisons d'ailleurs finalement assez bien, puisque pizza, pita, couscous et merguez sont désormais les fondamentaux de notre alimentation. Mais la levée permanente de ce processus de vie
est aujourd'hui gravement menacée. Et la lutte de tous contre tous nous guette. C'est pourquoi je termine en citant un liégeois d'origine uruguayenne, Serge Udgueroyo, qui dans une chanson magnifique disait ceci: « Je crie pour me défendre, à moi, les étrangers. La vie est bonne à prendre et belle à partager. » Merci. Merci les deux intervenants.